Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Étudier en Beng. Je suis Idriss Nkadam, communicateur étudier en Beng. Avant d'aborder ce sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ne cessent de nous apporter leur soutien et manifester leur confiance ces derniers mois à travers nos différents canaux digitaux. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder n'est ni plus ni moins que l'impact de la crise sanitaire sur la vie des étudiants étrangers ici en France. Et pour mieux apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons la chance d'avoir auprès de nous un étudiant étranger camerounais en particulier pour qu'il puisse nous donner les informations sur son vécu pendant cette période difficile. Je vous le disais tantôt, chers abonnés, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir auprès de nous et auprès de moi plus précisément un étudiant camerounais qui réside ici en France. Je lui laisserai bien sûr le soin de se présenter. Merci Monsieur Kadam de m'avoir invité. Déjà, je suis très content d'être ici avec vous. Un plaisir. Je suis Nelson Kawa, je suis étudiant en dernière année de master cybersécurité. Et auparavant, j'ai eu à faire une licence toujours en sciences du numérique à l'Université Bretagne Sud où je suis actuellement mes études. Donc ma formation consiste, cybersécurité, ça consiste à sécuriser beaucoup plus tout ce qui est électronique. Quand on parle d'électronique, vous savez ce que c'est, on a nos ordinateurs, on a nos téléphones, on a on trouve aussi les systèmes embarqués dans les avions et plein d'autres domaines, le médical et autres. Donc c'est beaucoup plus dans ce cadre que nous sommes axés, donc sécuriser le matériel, la sécurité du matériel. Donc c'est ça que consiste ma formation exactement. D'accord. Ouais. Merci déjà pour cette brillante présentation. On a en face de nous un scientifique qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait ce qu'il fait. Nous allons directement entrer, Monsieur Nelson Kawa, dans le vif du sujet en ce qui concerne la crise sanitaire. Et la première question que je dois vous poser, quel est l'impact de la Covid dans votre vie étudiante durant ces 2 dernières années? On sait bien que ça a été une très grosse galère, mais plus de détails avec vous qui l'avez vécu nous donnera plus d'éléments pour élucider cette question. Il faut savoir que la Covid, c'est arrivé, on s'y attendait pas. Ouais. On s'y attendait pas vraiment. Personne, bien sûr. Et je me rappelle très bien en mars 2020, exactement, quand le président Macron il a fait son discours demandant qu'on ferme les écoles, les universités, ouais. J'étais vraiment pas prêt. Il faut le dire la vérité, j'étais pas prêt. Et l'impact que ça a eu vraiment sur moi, ça a eu 2 impacts. Le premier, c'est côté scolaire. Ouais. Côté scolaire, il faut noter qu'on a commencé à faire des cours à distanciel. Et là, c'était vraiment compliqué. Ouais. Parce que le cours qui restait à faire, par exemple dans mon cadre spécialement, c'était un cours qui était orienté beaucoup plus projet. Ouais. Donc, il fallait beaucoup de présentiel. En fait, le cours, il fallait vraiment beaucoup plus être en présentiel parce que c'était compliqué de pouvoir effectuer un projet sur un cours auquel vous avez uniquement des documents en numérique. Donc, c'était extrêmement difficile. Et ce cours, je vais vous dire, ça s'appelle OS sécurisé. Donc, ça consistait à concevoir notre propre OS sécurisé. Donc, un OS sécurisé, c'est, voilà, vous avez Windows qui est un OS, mais chez nous, c'était beaucoup plus orienté Linux, qui est beaucoup utilisé aussi dans l'embarqué. Donc, on n'avait pas assez de moyens. Je vais dire, quand je dis pas assez de moyens, ça veut dire on n'avait pas assez d'aide venant des professeurs parce que c'est beaucoup plus mieux quand vous êtes en présentiel parce que vous avez le professeur qui est à côté qui vous donne des pistes par rapport à être en distanciel. Ça, c'est le premier point. Et aussi, il y avait un autre cours qui consistait, voilà, ça s'appelait on va dire, c'est de la programmation VHDL. Donc, il fallait qu'on développe un algorithme pour la sécurité des systèmes embarqués. C'est l'algorithme, ça s'appelle l'algorithme Serpent, qui consistait vraiment à protéger, en fait, le traitement des données au niveau des processeurs. Donc, c'était extrêmement difficile de travailler sur ces projets en gros. Maintenant, le deuxième point. Sans vous couper, bien sûr, ici, je sais que je vous coupe. Vous avez insisté sur un point très important.
qui était basé sur des cours en ligne. Vous qui avez eu la chance d'avoir certains de vos confrères auprès de vous, des étudiants aussi étrangers, et comment vous avez reçu de plein fouet ce nouveau procédé d'apprentissage en ligne? Est-ce que vous étiez préparé à faire des cours en ligne et quels sont aussi les différents impacts qu'il y a eu sur vos programmes de cours, puisque vous étiez déjà habitué à un style particulier? Comment vous avez pris de point fouet cela? Je ne vais pas vous mentir que je n'étais pas préparé et même mes camarades de classe et amis n'étaient pas préparés. Donc, quand on a reçu la nouvelle, déjà, on s'était vu en journée ce jour-là. Voilà, on est rentré des cours et puis il y a le président qui a parlé le soir. Donc, dès le départ, déjà même le responsable de la formation, ça a été difficile de mettre en place les cours à distanciel. Donc, on a été obligé de passer par des plateformes qui ne sont vraiment pas appropriées. Par exemple, quand je parle des plateformes vraiment pas appropriées, c'est par exemple Discord. Donc, on a essayé du coup, avec les camarades, de se donner les coups de main. Donc, heureusement, la classe, on avait un petit forum où on essayait de discuter par rapport au projet. Donc, quand quelqu'un avec une solution par rapport à l'avancement du projet, il proposait aux autres, ou quelqu'un il pose la question par rapport à un problème qu'il a rencontré lors du développement. Et si quelqu'un a la solution, il répond à sa question. Donc, et maintenant, avec certains amis, ce qu'on faisait, on essayait d'organiser des séances de travail. Donc, c'était soit on se regroupait dans la chambre d'un ami, ce qui était vraiment interdit, parce qu'il faut dire la vérité. Oui, c'était déjà interdit de se rassembler, voilà, au nombre de 3, après au nombre de 5, ouais, et même de 10 pendant cette crise sanitaire. Exactement. Donc, c'était vraiment... Vous avez bravé le risque? Oui, on a essayé de braver le risque. C'était vraiment un gros risque parce qu'on pouvait être interpellé et voilà. Yeah. Donc, on essayait d'organiser des séances de travail pour s'entraider et proposer des solutions. Si quelqu'un avait une solution par rapport à un truc, par rapport à un problème qui était donné, il proposait. Donc, c'est comme ça qu'on essayait de fonctionner pour pouvoir essayer de maintenir un peu le niveau qu'on avait, notamment dans les cours en présentiel. Donc, voilà un peu comment ça a fonctionné avec l'arrivée des cours à distanciel. Ok. Et sur le point de vue psychologique, ouais, on n'est pas préparé à une telle crise sanitaire et elle vient tout bousculer, elle vient tout changer dans notre quotidien de vie. Ouais, quel impact avez-vous subi? Ouais, ça c'est le deuxième point qui m'a le plus marqué. Parce que je me rappelle, j'avais eu mon stage, parce que vu que j'étais en Master 1, j'avais eu mon stage de fin d'études Master 1 en janvier. Mais j'étais même déjà allé sur la ville pour prendre un logement et j'étais rentré pour continuer les cours. Mais il se trouve qu'après l'annonce du président, mon encadrant de l'entreprise m'envoie un mail comme quoi je ne pourrais pas avoir accès au site. Parce que lui aussi, il travaille à distance. Bon, la chance que j'ai, c'est pas qu'une chance, c'est une intuition. Je me suis dit, avec le Covid, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, j'ai demandé du coup à l'école de me proposer un projet parce qu'on avait déjà presque terminé les cours. Et du coup, il y avait tout le monde qui était parti en stage. Donc, j'ai demandé à l'école de me proposer un projet sur lequel j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai été vraiment impacté au moment où l'entreprise m'a envoyé le mail comme quoi je ne pourrais plus faire mon stage parce que c'était un stage, ouais, où l'encadrant, il avait vraiment besoin que je fasse 3 mois. Mais en juin, il se trouvait que mon encadrant, lui aussi, il savait même pas quand est-ce il va revenir sur le site de l'entreprise. Donc lui-même, il n'avait pas d'accès en entreprise. Donc ça a été vraiment difficile. Mais heureusement, comme je l'ai dit, j'avais déjà entamé un projet qui m'a permis de valider mon année. Parce que si je ne l'avais pas entamé, j'aurais, c'est sûr et certain, ne pas valider mon année. Donc, c'est vraiment un gros impact niveau psychologique. Ouais. Il y a aussi ce côté où vous ne pouvez plus voir tous vos camarades. Donc, ça, c'est aussi un gros problème. C'est vraiment un gros problème.
parfaitement. Je vais insister dessus parce qu'on a subi de plein fouet cette crise. On a subi un confinement d'abord partiel et en plus, on a subi des confinements totaux où tout était fermé. Certains hôpitaux avaient réduit le nombre d'effectifs et même de réception de certains malades. On ne recevait que ceux qui avaient des potentiels symptômes liés à la COVID-19. Et pour vous, étudiants étrangers, vous n'êtes pas déjà dans votre pays d'origine, vous vous retrouvez dans un pays étranger. Nous sommes déjà habitués pour la plupart à la solitude, mais vivre ce confinement était tellement terrible, difficile. Vous qui, pour la plupart du temps, vous n'avez que quelques mètres carrés pour vous satisfaire. Comment est-ce que vous avez pu subir ce choc psychologique-là, avec l'absence de cette chaleur humaine à laquelle vous étiez habitués, en voyant vos frères étudiants, en allant de fois vous balader? Comment vous avez pu gérer tout cela? Vous savez, dans ce genre de situation, on essaye de tout mettre en place pour être à l'aise. Mais c'est vrai que ça ne marche pas toujours comme on veut. Donc, pendant ce temps de crise, j'avais des amis avec qui on s'écrivait via des réseaux sociaux. Ouais. Et puis, ce qu'on essayait de faire, c'était d'organiser des jeux, donc des jeux en ligne. Et puis, on essayait de s'amuser. Donc, question de dialoguer aussi, de ne pas perdre ce feeling qu'on a avec le contact avec les autres et autres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essayait de s'amuser pour essayer de nous épanouir. C'est vrai que il faut dire que c'était pas vraiment... ça n'avait pas vraiment ce côté très, très positif. Donc, ça suffisait, mais ce n'était pas largement suffisant pour nous. Mesdames et messieurs, nous allons continuer à travers le volet économique et toujours sur ce sujet qui concerne l'impact de la crise sanitaire sur la vie des étudiants pendant ces 2 dernières années à travers la COVID-19. Nous allons insister aussi sur un point. Nous savons parfaitement que l'économie a été considérablement touchée dans tous les pays du monde et plus particulièrement ici en France. Un étudiant, au-delà de ses études, c'est quelqu'un qui a le droit de travailler et à travers ce droit de travail, il peut subvenir à ses besoins. Payer sa maison, se nourrir, se vêtir et remplir aussi d'autres obligations. Je me retourne vers vous, Monsieur Nelson Kawa, pour vous poser cette question. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire sur vos différents jobs que vous aviez l'habitude d'effectuer? Est-ce que vous les aviez effectués ou bien tout était à l'arrêt comme pour plusieurs étudiants? Comment est-ce que vous avez pu vous organiser côté financier? Merci pour cette question, parce que c'est une très bonne question, franchement. Par rapport au côté financier, donc côté économie beaucoup plus. Moi, généralement, quand je prévois généralement 2 ou 3 mois en avance sur mes dépenses. Ça veut dire j'ai quand même une réserve qui me permet, si je ne parviens pas à trouver un travail, pendant au moins 2 mois, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la suivi. Donc, quand cette crise est arrivée, je ne vais pas vous mentir que je venais tout juste d'arrêter un boulot et j'avais eu à travailler bien avant, pendant les vacances d'été 2019. Donc j'avais eu à travailler et j'avais eu à gagner, on ne va pas dire beaucoup, mais assez d'argent qui me permettent de pouvoir fréquenter sans pouvoir autant travailler. Donc ça m'a permis au moins de pouvoir fréquenter pendant quelques temps. Et à partir de novembre, j'ai eu à trouver encore un autre boulot pour pouvoir rentabiliser un peu mes fins de mois. Donc, un boulot que je faisais uniquement les week-ends. Mais après, ce boulot avait un impact sur mes études, donc j'ai arrêté. Et côté économie, j'aurais bien voulu travailler directement après avoir terminé les études, notamment en avril, parce que j'étais bien en projet. Mais ce n'était pas possible, parce que j'ai redemandé à vouloir travailler et il n'y avait plus de place complètement parce que les effectifs dans les industries avaient totalement diminué. Ils avaient réduit complètement les effectifs dans les industries. Et ce qui faisait en sorte que nous, qui avons arrêté le travail avant, on n'avait plus la possibilité de pouvoir y accéder. Donc, c'était beaucoup plus les internes et quelques intérimaires. Donc, ça a été vraiment une phase
très très difficile où il fallait vraiment, je vais dire, grignoter ce qu'on avait comme gain, comme gain, et aller fouiller jusqu'au fond de nos réserves financières. D'accord, Monsieur Nelson Kawa. Une autre question, est-ce que vous avez reçu des aides de l'État? Particulièrement moi, non, mais tous les étudiants qui étaient moins de 25 ans en ont reçu. Il y a eu des aides financières de l'État qui ont été données. Je peux pas donner actuellement la somme exacte qui a été versée pour chaque étudiant, mais j'avais eu à voir, notamment sur les médias, qu'il y avait une aide financière de l'État qui était donnée à tous les étudiants de moins de 22 ans, moins de 25 ans, pardon, qui étaient en situation précaire. Donc ça avait été mis en place par l'État. Merci, M. Kawa. M. Nelson Kawa, nous avons souvenance que beaucoup d'étudiants jusqu'à présent continuent de subir de plein fouet l'impact de cette crise sanitaire. Et beaucoup, à travers ce mois d'août et de septembre, n'ont même pas encore trouvé des jobs qui leur permettra bien sûr de pouvoir subvenir à leurs besoins dans les mois à venir. Quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui sont encore dans cette situation actuellement? Je donnerai 2 conseils. Côté psychologique d'abord, parce que je pense qu'ils doivent subir aussi beaucoup de pression. Côté psychologique, comment est-ce qu'ils vont vivre, comment est-ce qu'ils vont payer le loyer et autres, je pense. Donc côté psychologique, franchement, évitez de beaucoup réfléchir par rapport à ça. Postuler, ne cessez pas de postuler. Moi, c'est le conseil que je donne. Ne cessez pas du tout de postuler. Même si c'est, je sais pas, 30, 60 offres auxquelles vous avez accès chaque jour. Postulez, ne vous limitez pas du tout au nombre d'offres auxquelles vous postulez. Parce que ça aussi, ça va faire en sorte que ça va booster beaucoup votre CV. Et plus vous postulez, plus vous avez les chances. Côté financier, c'est vrai que moi, de ce côté-là, je n'ai pas de grands conseils. Parce que j'ai pas trop subi vraiment cette menace côté financier. Parce que j'étais préparé à ça. J'étais préparé à cela. Mais quand vous n'êtes pas préparé à cela, je sais que c'est vraiment difficile. Surtout que vous vous dites, il y a le logement que je dois payer, il y a les charges d'électricité, eau, les factures d'internet, d'accès à internet. Donc je pense que c'est extrêmement difficile. Pour le moment, vraiment, je n'ai pas de grands conseils à donner, mais ils peuvent se tourner néanmoins s'ils sont dans des universités d'État. Dans les universités publiques, ils peuvent se tourner vers des assistants sociaux et poser leurs problèmes. Je crois qu'il y a ces assistants, je pense qu'il y a des subventions qui sont mises en place par rapport à cela. Donc, il y a, les assistants sociaux sont faits pour ça. Elles vont vous aider, que ce soit côté financier, que ce soit même côté psychologique. Parce qu'il y a aussi une psychologue dans tout établissement. Dans toute université, il y a une psychologue. Donc, ils peuvent se tourner vers les assistants sociaux pour avoir de l'aide et autres. Donc, voilà le seul conseil que je peux donner à ces étudiants qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas. Nous avons aussi reçu des informations selon lesquelles certains étudiants ont dû demander des prêts bancaires. Est-ce que cela a été possible? Est-ce que les banques accompagnaient les étudiants durant cette période-là? Était-ce possible de faire des prêts? Et sinon, quelles sont les difficultés à pouvoir rembourser ces prêts? Donnerez-vous le conseil à certains étudiants dans ces difficultés-là de faire des prêts bancaires? Particulièrement, moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas parce que j'ai pas, par rapport à ces prêts bancaires, je ne sais même pas qu'ils existaient. Donc, je ne savais même pas que c'était possible pendant cette période de pouvoir faire des prêts bancaires. Mais faire un prêt, c'est un truc que je déconseille. Parce que là, vous vous mettez dans les dettes. Donc, déjà, vous êtes dans une situation où c'est extrêmement difficile. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez sortir de cette situation. Ouais. Et vous prenez encore des dettes, vous mettez dessus. Donc, pour moi,
je ne conseillerais pas, même si c'est possible, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'aller faire un prêt à une banque quand il n'est pas, à un étudiant particulièrement, parce qu'on parle des étudiants, d'aller faire un prêt et sans toutefois savoir quand est-ce qu'il va rembourser. Donc moi, je ne conseille pas vraiment à un étudiant de le faire. D'accord, merci Monsieur Nelson Kawa. Une autre question. Nous sommes au mois de septembre et nous avons beaucoup d'étudiants qui ont obtenu leur visa depuis l'Afrique et pour la plupart, ils sont encore en attente. Alors, pour ces potentiels arriviers, dans quelques jours, bien sûr, dans quelques semaines, quels conseils pourrez-vous donner à ceux-là qui sont de l'autre côté pour leur préparer psychologiquement et leur préparer aussi à affronter ces difficultés sur le terrain? Vous savez, les systèmes ne sont pas, c'est pas vraiment pareil. Donc, ici, ils vont devoir s'adapter à un système où il faut suivre des cours à distance. C'est vraiment, je vais dire, c'est vraiment difficile quand vous n'êtes pas habitué. Donc, le conseil que je vais leur donner, c'est d'essayer de se battre, donc d'essayer de se donner les moyens, se battre en se donnant les moyens pour pouvoir accéder à tout ce dont ils ont besoin. Ça veut dire, s'ils ont un problème, s'ils ont un manque d'accès à Internet, un manque de matériel pour pouvoir mener à bien leurs études, il y a l'école, ils s'orientent vers l'école, ils posent leurs problèmes, il y aura des solutions parce que dans les écoles, il y a des solutions qui sont mises en place par rapport à ce type de problème. Ouais, pour les accompagner dans ce type de problème. Donc, ils peuvent se tourner vers les écoles, ils peuvent se tourner vers des amis, des connaissances qu'ils ont. Par exemple, ici en France, ils peuvent se tourner vers eux pour savoir comment ça se passe. Et je conseille aussi, parce que je sais que c'est vraiment difficile de suivre les cours à distance, parce que moi-même, j'ai eu à le subir. Je conseille vraiment d'essayer d'être présent à chaque cours. Quand je dis présent, ça ne veut pas dire vous allumez votre ordi et vous partez vous endormir, mais vous n'êtes pas présent physiquement au cours. Mais vous êtes présent, voilà, en ligne parce que c'est marqué Monsieur tel est en ligne, par exemple. Donc, je propose vraiment d'être présent et de suivre vraiment le cours. C'est vrai, c'est extrêmement difficile, mais à un moment donné, on n'a pas vraiment le choix. Et aussi, je conseille de ne pas aussi se limiter à ces cours parce que des fois, en présentiel, c'était plus facile, plus évident de pouvoir poser directement la question au prof. Donc, vous allez suivre vos cours à distance, mais je vous conseille aussi d'aller faire des recherches qui vont beaucoup vous aider. Donc, vous pouvez aussi poser les questions au prof, mais ce n'est pas évident pendant 2 heures de cours, ce n'est pas évident que le prof il réponde à toutes les questions et qu'il donne tout le cours complètement. Donc, c'est vraiment difficile. C'est les conseils que je donne à tous les nouveaux étudiants qui ont eu leur visa et déjà, je les félicite. Bravo. Bravo à eux. Voilà, chers abonnés, parvenus à la fin de ces différentes questions. Nous espérons que les différentes réponses que M. Nelson Kawa nous a données ont pu, n'est-ce pas, apporter certaines zones d'éclairage à vos questions que vous avez eu aussi le temps de nous poser à travers nos différents canaux digitaux. M. Nelson Kawa, merci d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà, j'espère qu'on se reverra la prochaine fois pour aborder d'autres sujets. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci vraiment, M. Kadam, et merci pour les différentes questions auxquelles vous m'avez posées. Elles étaient vraiment pertinentes, disons. J'ai trouvé le sujet vraiment très pertinent et surtout les questions auxquelles vous avez voulu avoir des réponses. Ouais, puisqu'on vit de plein fouet cette crise sanitaire qui continue de sévir. Voilà, chers abonnés, n'hésitez pas à adopter le bon geste comme d'habitude en partageant la vidéo, en cliquant sur la cloche de notification. Et n'hésitez pas aussi de nous suivre à travers nos différents canaux digitaux, Facebook, Instagram, et aussi à nous poser des questions sur WhatsApp, des questions où vous aurez forcément des réponses en peu de temps. Nous sommes à votre écoute, nous sommes disposés à vous donner tous les éléments de réponse dont vous avez besoin.
Idriss Kadam, communicateur étudié en Beng. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.